cette affaire Martinez-Zogo qui connaît un nouveau rebondissement avec notamment l'ordonnance de renvoi qui vient d'être signée par le juge d'instruction du tribunal militaire et qui envoie tous ceux qui jusqu'ici étaient considérés comme des suspects devant le tribunal et le procès va enfin s'ouvrir. Oui, effectivement, avec l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui clôt l'enquête, une enquête qui a duré. Vous savez, ça fait 1 an pratiquement que Martinez-Zogo, notre confrère, a été assassiné. Et je le dis en utilisant bien l'expression qui convient, a été assassiné. Et vous savez, sur ce plateau, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des intervenants, des panélistes, il y a eu des échanges parfois houleux sur la qualification des faits. Et Dieu nous a écoutés. Je le dis parce que, vous savez, chaque fois qu'un être humain a été assassiné, il convient de dire la vérité. Et sur ce plateau, de droit de réponse, nous n'avons cessé de demander, d'exiger, à travers non seulement nos débats, mais à travers l'ensemble du groupe La Nouvelle Expression, radio, télévision, Equinox, nous avons fait des reportages, des enquêtes qui visent à donner l'information, à rendre compte de tout ce qui se passe dans l'affaire Martinez-Zogo. Et ça, c'est une partie importante dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsque le juge d'instruction clôt l'enquête à son niveau et renvoie les inculpés devant le tribunal militaire, ce sera une autre partie qui est très attendue d'ailleurs. C'est-à-dire, on va s'acheminer véritablement vers le procès. Mais il faut dire également ici qu'il y a une véritable évolution, de nouveaux développements qui vont également dans le sens que nous souhaitions ici sur ce plateau. Parce que il y a eu, au début, on parlait davantage d'enlèvement, de torture, de complicité de torture. On marquait pratiquement les pas sur place. Nous nous posions la question de savoir, on ne peut pas avoir assassiné un journaliste et à aucun moment donné, à aucun moment, on ne revient sur ce qui a motivé les premières enquêtes préliminaires de la commission mixte, avant même qu'on ait toute cette évolution. C'est-à-dire de savoir qu'un journaliste a été assassiné. Il faut bien qu'on parle d'assassinat, pas seulement d'enlèvement, pas seulement d'arrestation, pas seulement de séquestration, pas seulement de complicité de torture. Maintenant, on voit bien, à travers les nouveaux développements, qu'on parle d'assassinat. On parle de complicité d'assassinat et pas seulement de torture ou de complicité de torture. Et nous pensons que c'est un grand moment auquel on assiste dans le développement de ce dossier et nous n'allons cesser dans le groupe La Nouvelle Expression, dans le quotidien La Nouvelle Expression, à Radio Equinox, à la télévision, à toujours rendre compte de l'évolution de la situation parce que nous n'avons cessé de poser 2 questions. Qui a tué Martinez-Zogo et qui a commandité cet assassinat? Oui, parce qu'effectivement, jusqu'ici, on n'avait pas entendu parler, n'est-ce pas, de chef d'accusation d'assassinat. Tout à fait. Mais on voit que cela apparaît, n'est-ce pas, dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal militaire. Exactement. Et c'est une évolution qui peut-être peut être saluée par les acteurs du monde judiciaire et justement pour avoir un éclairage beaucoup plus minutieux là-dessus. Nous avons également convié sur ce plateau Maître Assira. Maître Assira, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval. Et merci infiniment d'être venu. Je dis également un bonjour Michael, qui est fraternel, à tous mes co-panélistes ainsi qu'à tous vos nombreux téléspectateurs. Je vous prie de m'excuser pour le retard et puis un peu pour le fait que, comme vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé. Oui, donc on voulait juste vous dire bonjour, hein, le temps pour vous, de souffler justement, et on prend la On a vie. terminé l'Assemblée Générale hier, enfin ce matin, à 3 h, l'Assemblée Générale des avocats. C'est ça que vous savez que j'apprécie infiniment vos invitations et j'essaie de les honorer. Et j'essaie également souvent de faire l'effort d'être à l'heure, c'est inhabituel. Donc je tenais quand même à vous présenter mes Non, excuses. certains l'ont remarqué. Donc, Merci. Simon Serson, quel est votre... Je voulais préciser, je crois que cela est important de le dire à l'entame de cette émission, c'est que nous commentons l'actualité.
nous ne commentons pas une décision de justice ou une affaire en cours. Nous ne sommes pas un tribunal, nous ne refaisons pas l'information judiciaire, nous ne sommes pas en train d'ouvrir le procès, non, nous sommes dans une émission de débat et nous commentons l'actualité, et cette actualité porte justement sur ce fait, n'est-ce pas, qu'il faut le dire, circule sur la toile. Hein. Donc, quelle est votre lecture? C'est bien de faire cette précision à l'entente de cette émission et donc de demander l'avis maintenant de Simon Sersor sur cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse, comme commentaire, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo? Ben, je suis content qu'on ait choisi de revenir sur ces questions, même si je sais très bien, à cause du parti qui dirige ce pays, qu'il n'y a rien de grand à attendre là. Parce que sur ce même plateau, on posait ces questions sur la qualification des faits. Mais au fond, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de toute cette gesticulation quand on regarde le contexte? En fait, ne serait-ce pas une autre diversion au vu des échéances électorales qui arrivent et au vu de la tempête qu'on sent au sein du RDPC? Parce que Martinez-Zogo a été assassiné, ça fait 1 an. Tout le monde sait qu'il a été assassiné. Si on veut être sérieux, en réalité, on regarde les causes de cet assassinat et on poursuit déjà les gens. Parce que Martinez-Zogo, je me souviens, portait souvent aux oreilles des Camerounais des informations plus ou moins quand même, on peut dire secrètes. Et qui donnait ces informations? Pourquoi l'a-t-on utilisé pour l'assassiner à la fin? Parce que si ce n'est que les assassinats, nous pouvons remonter à Gilbert Mbin, Yves Plumet, et tout récemment, Monseigneur Mbala est encore, paraît-il, dans l'eau, où il est sorti, mais on ne sait pas comment. Peut-être qu'on attend d'attraper le poisson qui était témoin de son entrée pour dire s'il est entré vivant, pour sortir mort. Il y a comme ça une flopée de cas. C'est-à-dire, le RDPC a choisi de ne pas résoudre les problèmes des Camerounais et de les distraire de temps en temps. Et c'est dangereux parce qu'il s'agit de mort d'homme. Il n'est pas question, il n'est pas bon que pour des questions politiques, la vie humaine devienne un simple papier hygiénique. Il faut qu'on respecte notre sang. Si on veut que les autres nous respectent, parce qu'on crie souvent tout le temps ici, oh, les autres nations ne nous respectent pas, les institutions internationales ne nous respectent pas, mais respectons-nous nous-mêmes. Pourquoi assassiner quelqu'un que nous avions sciemment utilisé? Parce qu'on a utilisé Martinez-Zogo. Il faut que les gens le disent. Et il faut qu'on arrête, non pas seulement ceux qui ont commis le forfait à la dernière minute, mais tous ceux qui ont commencé à monter le lynchage médiatique que servait aux Camerounais tous les jours Martinez-Zogo. Ce sont des procédés dignes des dictatures staliniennes. Et c'est le RDPC, tout le RDPC qui est impliqué dedans. Regardez tout autour. Vous allez voir que tous ceux qui gesticulent, qui girotent autour de cette question, sont les membres éminents de ce parti. Et ils vont se mettre à défendre des points de vue plus ou moins justes pour dire aux Camerounais que la justice ira à son jour. Quelle justice? De quelle justice s'agit-il? D'une justice aux commandes? On a vu les derniers développements. On a vu des gens qui ont failli être élargis et on a prétesté qu'il y avait eu fraude à la signature. Mais on n'a jamais poursuivi les gens de ce cabinet présumé de fraude. Il ne faut pas qu'on laisse des tentacules de côté. Il ne faut pas qu'on laisse prospérer les métastases si on veut opérer un cancer. Donc pour moi, c'est peut-être bon d'avoir requalifié les faits, mais c'est insuffisant. Mais je dis bien aux Camerounais que ça sent plus de la diversion qu'une volonté de résoudre les questions de fond. Quel est votre avis sur la question de Diarega? Disons qu'il faut d'abord préciser que la plupart sont des présumés innocents, parce qu'il y en a qui établissent déjà les culpabilités. Et je voudrais dire que j'ai fait des constats frappants. Le premier constat, c'est l'indépendance de la justice. Et je sais pourquoi je le dis. Je le dis parce que c'est inédit dans le monde. Hein, parce que vous pouvez le constater, il y a un milliardaire, un magnat des médias qui a été arrêté. Et vous savez que les hommes d'affaires, naturellement, sont encadrés dans un certain nombre de précautions. Il y a des agents secrets de l'État, notamment avec un directeur de la DGE qui est arrêté, qui est mis en cause. C'est de l'inédit et cela démontre que
comme je l'ai dit, ce constat est frappant. Nul n'est censé ignorer la loi et tout le monde est égal devant la loi. Et je voudrais féliciter la justice pour ce travail qui a été fait, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une sinécure d'avoir un dossier aussi complexe, aussi difficile. Et aujourd'hui, je crois que les Camerounais à l'unisson pensent que le procédé a été bien mené et que la justice va finalement commencer, notamment puisqu'il y aura des procès. Je voudrais également signifier que je suis un peu déçu. Déçu parce qu'un intellectuel à la dimension de M. Soro fait une confusion entre l'individu et l'organisation. J'ai souvent entendu ça dans les médias où on dit le RDPC. Le RDP, c'est une association, c'est un parti politique, c'est pas des individus. Il faut faire la différence entre les actions individuelles et notamment l'organisation qui est le RDPC. C'est important de le mentionner parce que lorsqu'il dit que tout ça c'est le RDPC et il exclut effectivement, j'allais dire, la responsabilité individuelle des personnes parce que vous ne pouvez pas commettre un forfait et qu'on dise que Equinox alors que vous êtes journaliste et que la responsabilité individuelle. Bon, je crois que c'est des confusions politiques, naturellement du langage manipulatoire politique pour amener, n'est-ce pas, les Camerounais à penser que lorsque quelqu'un pose un acte, c'est certainement, il assume, il porte l'organisation. C'est une manipulation que les hommes politiques... Je voudrais faire cette césure aujourd'hui en disant que il faut faire la différence entre les actes des individus et l'organisation. En ce qui concerne donc le procès, je crois qu'il y a eu requalification des faits et qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans le procès. Nous allons attendre le développement du procès et nous allons aussi suivre, comme tous les Camerounais, sur cet intérêt-là. Et je voudrais aussi apporter un bémol en disant que c'est le RDPC qui a donné des informations. C'est parce qu'il n'est pas journaliste. Dans une ancienne vie, j'ai été journaliste et bien formé à CIFIA International. Il faut savoir qu'il y a la source de l'information, il y a des journalistes d'enquête. Et puis moi, c'est un avis personnel. Martinez Zogo ne disait rien d'exceptionnel. Je crois que ce qu'il disait, on le suivait dans les médias. Ce qui a été un peu, son style satirique était un peu une fixation, un fixisme sur les individus et c'est ça qui créait un peu le hic, mais il ne disait rien de spécial. Donc je crois que c'est un journaliste qui était face aux faits d'actualité et qui faisait ses investigations et ça n'a rien à voir avec la machine du RDPC, qu'il nous épargne, n'est-ce pas, ce genre de propos manipulatoires. Maître Assira, en tant qu'acteur de la justice, qu'est-ce qu'on peut considérer comme fait frappant dans l'ordonnance de renvoi qui vient d'être signée par le juge d'instruction et qui de toute évidence va permettre maintenant que le procès s'ouvre? Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais profiter de ce que je viens juste après M. Beka pour enfoncer le clou sur une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la présomption d'innocence. À l'occasion d'une émission à peu près identique à laquelle vous m'avez fait l'amitié et la confiance de m'inviter, j'avais insisté là-dessus. Tant que nous n'aurons pas une décision définitive intervenue contre ces personnes, elles sont présumées innocentes. Je sais que votre grand public, d'une façon globale, a du mal à comprendre cela et pense toujours qu'il y a un peu comme la connivence que de pouvoir le dire. Mais nous, les fondements de la République et les fondements de la justice, d'une façon globale, reposent sur ces éléments-là. Et si on reproche à des gens d'avoir violé la loi, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions être les premiers à restituer les choses dans ce qui me paraît être sacré. Ces personnes sont encore aujourd'hui présumées innocentes. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai tellement été surpris, tellement appelé de mes voeux cette qualification-là, que évidemment, je ne peux qu'applaudir de mes deux mains de la voir enfin poindre. Je pense que à partir d'un certain nombre d'éléments dont on pouvait connaître la nature, la genèse, les intentions, dès le départ, cette qualification s'imposait. De mon point de vue, c'est l'inverse, qui eût été d'ailleurs illogique. C'est-à-dire qu'on eût commencé par l'assassinat, quitte à ce qu'au fur et à mesure d'évolution de la procédure, on se rende compte qu'il y a là-dedans des éléments qui ne retiennent pas l'intention et la projection du crime et que, éventuellement, on réduise la voilure. Donc je suis très heureux, je vous dis, très heureux de voir que la justice a su, parce que, contrairement peut-être à mon voisin, ils auraient pu rester
sur cette qualification originelle, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de manifestations particulières. Là, pour une fois, le droit rejoint à peu près la réalité. Donc je vais applaudir vraiment qu'on puisse avoir eu ce débat. Cela étant, j'ai quand même encore quelques petits regrets. Peut-être 2 ou 3. Le premier, c'est que, bon, l'ordonnance, quand vous la lisez, alors la première des choses, c'est que vous avez fixé un peu le cadre qui, de mon point de vue, permettez-moi, peut me paraître un peu hypocrite. Parce que vous nous dites que on doit en parler comme d'un fait, mais en même temps, il ne faut pas en parler. Parce que après, tout à fait. C'est la loi. Bien. Sauf que la loi nous dit qu'on ne doit pas en parler dans le sens d'orienter la décision en faveur ou en défaveur de quelqu'un. Donc, je vais rester, si vous voulez bien, dans ce canevas-là. De ce point de vue, je constate qu'on a beaucoup de raisons d'être inquiet pour le fonctionnement de la République. Parce que si vous lisez cette ordonnance, il vous apparaît qu'il y a des démarches, des façons de faire qui ont été validées comme telles. La DGRE, qui est censée être un élément de protection de la République, c'est-à-dire de chacun d'entre nous individuellement, est utilisée. Même si, je vous donne raison, M. Meka, ce n'est pas l'institution en elle-même, mais il y a quand même des individus. Et lorsque vous lisez en plus, en transparence, vous apercevez que c'est un mode opératoire qui est devenu normal, courant. C'est d'ailleurs un peu, me semble-t-il, la raison pour laquelle un certain nombre de responsables ont été retenus, bien que leur participation matérielle à cet acte-là, lui, n'ait pas été retenue. Donc, ça fait peur dans le dos. Ça fait peur. La deuxième chose qu'il faut retenir à la suite de la lecture de cette ordonnance, c'est que bon, je l'ai trouvée, de mon point de vue, à certains niveaux un peu, elle est passée un peu vite. J'ai hâte que nous soyons au procès. Voilà, elle a indiqué une direction, d'ailleurs en s'appuyant de mon point de vue beaucoup plus souvent sur le code de la justice militaire, la violation du règlement, alors que l'orientation générale que l'ordonnance elle-même donne aurait une nécessité que fussent caractérisés de façon beaucoup plus précise les éléments qui constituent, c'est-à-dire l'élément matériel, chacun des actes qui est reproché à chacun, il a fait quoi, à quel moment, etc. Ils ont tous les éléments pour ça. Et puis la préméditation. Malheureusement, on ne les retrouve pas dedans. À la fin, il conclut en disant il y a eu violation. La troisième chose... Violation de consigne. Tout à fait. La troisième chose qui, moi, me paraît là-dedans plus grave, c'est le plus inquiétante. C'est le laps de temps relativement court entre le moment où on nous annonce la requalification et la fin de l'information judiciaire. 5 jours. Qui veut dire tout simplement que dans l'intervalle, il ne s'est rien passé de légal. J'insiste là-dessus, de légal. Et comment ça? C'est-à-dire qu'il lui fallu, on aurait pu imaginer que le juge d'instruction, après avoir fait l'analyse pertinente, encore une fois, que moi je salue, comme le directeur technicien, qu'il s'agit désormais. La loi dit, si vous voulez inculper quelqu'un, vous devez d'abord lui notifier cette inculpation. Et lui donner et elle dit ce qu'il faut faire. Vous devez lui indiquer comment ça doit pouvoir être fait. Et là-dessus, donc, il doit pouvoir vous dire, il est d'accord, il n'est pas d'accord, etc. Donc, en gros, la requalification n'est pas la fantaisie de quelqu'un qui s'assoit tout seul dans son coin, il dit, j'ai décidé de requalifier, allez vous débrouiller. Il faut qu'il y ait un processus normé, rigide. Donc, il les entend, quitte à ce que ce soit même une question sommaire. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous avez dit auparavant? Il le valide sur procès verbal, il boucle son instruction, il dit voilà, j'ai notifié contradictoirement, ils ont réagi en disant ceci, ça renforce ma conviction, donc pour moi il y a... Donc je crains que le temps, je n'ai pas les détails, je ne suis pas dans le dossier, j'ai refusé jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui d'y rentrer, c'est un choix, c'est une option, mais je crains que le temps court, peut-être que les débats nous permettront d'avoir une autre approche, que le juge a peut-être fait ce qu'il fallait, mais moi je crains, dans les supputations, que le temps qui s'est écoulé n'ait pas permis matériellement au juge d'accomplir les actes et que par conséquent, cette qualification que nous allons applaudir se révèle finalement être l'objet de débat devant le tribunal qui va se retrouver lui-même à son tour confronté à un dilemme. Soit il valide effectivement la qualification telle qu'elle lui a été donnée, et dans ce cas, vous vous rendez bien compte que dans un crime qui a quand même été une action, même en conservant, je dis même pas même, surtout en conservant le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire sans le rattacher à personne, il n'empêche que dans la passion, dans l'émotion, il s'est passé quelque chose qui interpelle l'homme au plus profond de lui. Donc on a
un besoin, une exigence de vérité qui est plus grande dans cette affaire-là que partout ailleurs. Et pourtant, vous allez donner l'occasion à des gens d'aller chipoter en marge de la décision, puisque à partir du moment où vous ne suivez pas ce que dit la loi, et ben vous ouvrez forcément la porte à une suspicion d'injustice, à une recherche, à une décision ciblée, etc., ce qui va faire mauvais effet. Donc là, malheureusement, la dimension pédagogique de la décision, je crains qu'elle ait déjà été altérée dès le départ. Ou bien, il va effectivement aller dans leur sens, tout à fait, il acquiesce, et dans ce cas, on va se retrouver malheureusement avec la procédure petit bras, telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement les seuls éléments sur lesquels il y a eu bel et bien une notification et un respect du formalisme de l'inculpation incidente qui est intervenue. C'est la seule chose. Il faut préciser que nous sommes effectivement dans les hypothèses, comme vous avez indiqué. Mais quand vous dites 5 jours, vous estimez que 5 jours, ce n'est pas suffisant pour que tout cela puisse être fait? Cette procédure est tellement... Pour le nombre de personnes inculpées. Tout à fait. Cette procédure, alors, cette phase de la procédure est effectivement, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il n'y a que l'avocat. D'ailleurs, au demeurant, si j'avais été dans cette procédure, je pense que vous ne m'auriez pas invité. Et si vous m'aviez invité, je n'aurais pas eu le droit de venir en parler ici. Donc, cette procédure est en principe à ce stade-là secrète. C'est ce que dit la loi. Donc, on ne peut pas savoir exactement ce qui a pu se passer. On ne peut faire que des supputations, des hypothèses. Mais il n'en demeure pas moins que, quand vous connaissez un peu le fonctionnement de la justice, vous avez 17 personnes à peu près qui sont inculpées, parmi lesquelles, je crois, 4 doivent au minimum être concernés par le changement de qualification, qui devrait donc pouvoir, en principe, avoir été reçus. Et je me doute énormément qu'au regard de la personnalité des mises en cause, au regard de ce que ce dossier, bien que dans une phase secrète, est quand même un peu, quelque part, à la disposition du grand public, je doute énormément que ces 4 personnes-là aient pu être entendues par le juge sans que vous, médias, vous nous en ayez relayé l'information. Alors, deux petites choses peut-être avant de sortir de la question, M. Assira, ce sont des questions essentiellement techniques. Il y a une préoccupation d'un certain nombre de concitoyens sur la manière dont ce procès devrait se dérouler. Je crois qu'il est dans un papier de Olinga pour le compte du journal en ligne Panorama Papers. Est-ce que ce procès doit ou peut être public? Je ne sais pas pourquoi la question se pose. La loi a réglé le problème depuis le code d'instruction criminelle. Le nouveau code est venu le renforcer. Ce procès ne peut être que public. La règle, c'est que le procès est public en matière pénale. Le procès, il faut que vos téléspectateurs le sachent aussi, il est fait pour le peuple. La décision est rendue pour le peuple, au nom du peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle le public doit y assister. C'est qu'à titre exceptionnel, rien n'empêchera bien évidemment que pour un certain nombre de raisons, des personnes qui sont mises en cause cherchent éventuellement à ce que ce procès puisse, la publicité soit réduite et que ce soit un procès à huis clos. Mais je doute énormément, parce que là aussi c'est une responsabilité de l'institution judiciaire et d'une façon globale de l'État. Une justice secrète est toujours forcément une justice suspecte. Donc, au regard, encore une fois, de l'impact que peut avoir ces décisions, moi si j'avais un conseil à donner aux autorités qui administrent la justice militaire, c'est surtout ne rien faire pour restreindre la liberté, l'ouvrir autant que possible. Si on pouvait même faire comme on l'a fait pour le Conseil supérieur, pardonnez-moi, le Conseil constitutionnel, tout à fait, proclamant les résultats présidentielles. Tout le monde dans sa chair, dans son intégrité, dans ce qu'il peut avoir a subi l'assassinat, le supplice de Martinez Zogo, comme si c'était un peu de lui-même. Je pense qu'on doit restituer au public la réalité de ces choses. Cette ordonnance a commencé, hein, ça je ne veux pas, il ne faut jamais jeter l'enfant avec l'eau du bain. Et je le redis encore, on a tellement, nous, professionnels de la justice, tellement de mal, de bleu à l'âme dans nos combats, que quand il y a une victoire, même si elle est petite, moi je vous assure, je la prends. Je fais partie de ceux qui, depuis le début, ont été inquiets, comme citoyens, comme juristes, comme avocats, de voir cette décision minimale que rien n'expliquait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je ne sois pas content de ce qu'il y ait eu une nouvelle philosophie, une nouvelle orientation. Mais pour autant, je vais pouvoir vous dire que je pense que si on a vraiment envie de parachever l'œuvre, donnons au peuple qui s'identifie à une idée de l'État, à une idée de la justice, à une idée de l'individu, du respect qu'on peut avoir pour l'intégrité, donnons-lui accès au maximum
à cette justice-là, ça fait partie de la publicité. Alors, une autre préoccupation, vous avez évoqué tout à l'heure la question des délais, du temps. À quel moment est-ce qu'on peut attendre que ce procès s'ouvre? Effectivement, puisque vous avez indiqué, comme tous les autres, que vous avez hâte de voir ce procès s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des délais indicatifs? À mon avis, avant avril. Je pense que oui. Je pense vraiment, au regard, il avait encore 18 mois, il n'y a pas un délai pour la structure. Oui. Il n'y a pas de délai pour ça. Parfois même les magistrats, quand vous discutez avec eux, le législateur a juste enfermé le temps de la privation de liberté. Voilà. Qui ne peut pas dépasser 18 mois. Donc les juges d'instruction, eux, quand ils ont mis en détention provisoire, c'était le cas dans cette affaire, croient toujours qu'ils doivent enfermer leur instruction dans un délai de 18 mois. Donc même en restant dans cette logique, je pense qu'il devait encore lui rester 5 ou 6 mois. Ouais. Bien, ce qui veut dire qu'il sera allé jusqu'au mois de juillet, août, il sera encore dans les temps de la détention provisoire sans avoir besoin de trafiquer. Donc j'interprète, moi, l'accélération des choses un peu comme une signification d'une urgence, d'une volonté de diligence. Si j'avais été de mauvaise foi, peut-être que je me serais inquiété au-delà de la justice. C'est-à-dire, je me serais demandé, qu'est-ce que ça nous cache? Voilà. C'est la seule chose que dans le fond de moi, parce que peut-être, quand on est mal fait, on est obligé un peu d'anticiper, surtout quand on a vu que les choses ne se font jamais bien, de façon neutre. Voilà. Je me demande seulement pourquoi cette précipitation, pourquoi faut-il qu'on aille si vite, pourquoi y a-t-il pas quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda? C'est la seule petite crainte que j'ai. Mais je pense que si on devait rester dans le principe neutre de la justice, ce serait une bonne chose qu'on l'ait eu à un moment qui n'est pas très... Ça fait 13 ou 14 mois seulement que l'instruction a été ouverte. Et je pense que, à mon avis, dans un délai maximum, le code de procédure pénale donne 10 jours, qui s'applique en l'occurrence. La loi sur le... Comment s'appelle encore la loi qui protège la loi sur le TCS dans 1 mois. Donc théoriquement, à partir du moment où le dossier est fini, c'est-à-dire depuis vendredi, le président a la possibilité de convoquer les personnes et leur donner 10 jours entre le jour où il les convoque et le temps où l'audience peut commencer. Donc je pense, à mon avis, en faisant mon petit pronostic, qu'avant la fin du mois de mars, au plus tard début avril, on peut prendre les paris si vous voulez, réinvitez-moi, je reviendrai avec plaisir. Je pense qu'avant avril, le procès va commencer, à mon avis. Voilà, pour sortir de cette question, Edmond Kamgyan, on notera en parcourant, n'est-ce pas, cette annonce de renvoi du juge d'instruction que finalement, l'hypothèse du second commando est complètement écartée, définitivement écartée. Oui, définitivement écartée. L'hypothèse d'une deuxième colonne ou d'un deuxième commando n'est plus qu'un mirage lorsque l'on parcourt l'ordonnance de renvoi. Et également, je voudrais dire une chose par rapport à l'intervention de Maître Sira tout à l'heure, qui a visiblement des appréhensions. Quand je parcours ce document, j'ai un peu moins d'appréhension par rapport à la réqualification des faits. Quand je vois les chefs d'accusation des uns et des autres, ils sont 17 environ, effectivement, c'est 4 qui sont globalement concernés par l'assassinat ou la complicité d'assassinat. Quand je parcours les rôles des uns des autres, les chefs d'accusation, l'inculpation même qui les concerne, je vois bien, vous savez, l'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. Dont l'assassinat repose sur la préméditation. Et dans la préméditation, il faut l'orchestration, les rôles des uns des autres. On sent que quelque chose a été organisé, préparé, afin de parvenir à un but. Je le ressens quand je parcours ce document. J'ai un peu moins d'appréhension par rapport non seulement à la réqualification des faits, mais également dans la manière dont le juge d'instruction a organisé le travail qu'il a mené avant de conclure. Dans tous les cas, Maître Sira, la requalification de ces chefs d'accusation dans cette affaire, visiblement, redonne espoir, n'est-ce pas, quant à la manifestation de la vérité dans cette affaire, Martin Zebo. Je pense que je me suis mal fait comprendre. Je ne remets pas en cause, encore une fois, je suis entièrement, on est d'accord là-dessus, sans aucun problème. Malheureusement, la forme, c'est un peu le fond qui apparaît. Et là, en l'occurrence, la loi obéit à un... Les gens pourraient penser que c'est un peu fantaisie, c'est du rigidisme. Mais malheureusement, c'est la loi. Oui. C'est la loi. Or, la loi impose un procès. C'est-à-dire que si vous me reprochez quelque chose, vous arrivez, vous me trouvez en train de découper quelqu'un à la machette. Si vous ne m'avez pas
jugé dans les formes et les conditions, vous ne m'avez pas interpellé dans ces conditions, j'ai le droit d'arriver devant un tribunal et de dire non. Pourtant, la réalité du fait n'est pas contestable. Donc, sur la réalité du fait et la qualification, vous et moi, on est d'accord. Moi, ce que je crains simplement, c'est que la presse, oui, tout à fait, exact. Et ça peut Tout à fait. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. C'est une appréhension. Oui, c'est une appréhension. C'est une hypothèse. Parce qu'il est possible aussi que ces délais, je veux dire, bien qu'ils t'encourent, aient pu permettre effectivement au juge de faire le travail indiqué. Voilà.